Dans ce nouveau tuto, nous allons nous amuser à mettre un peu de fonctionnalité, d'accessibilité, peu importe, à un site web. Alors ça va nous permettre plein de choses. Ça va nous permettre d'ouvrir un petit peu nos développements, de les améliorer, nous permettre de manipuler des éléments, manipuler le DOM, voilà, manipuler des éléments HTML grâce au JavaScript. On va se faire un petit coup de jQuery et puis aussi grâce au sélecteur CSS. Donc là, il y a quand même des choses qui sont intéressantes. Alors, vous voyez, un petit menu à onglet. Tranquille, sympa. Donc là, ici, voilà, si je clique sur l'onglet 2, j'ai le contenu de l'onglet 2. Si je clique sur l'onglet 3, j'ai le contenu de l'onglet 3. Sur l'onglet 1, j'ai le contenu de l'onglet 1. Bon, simple. Mais vous savez quoi? On va même rajouter une petite fonctionnalité ici. Pourquoi pas? Ça nous permet de manipuler un petit peu tout ça et d'être encore plus à l'aise avec le JavaScript. Je vais appuyer sur la flèche droite de mon clavier. Hop, vous avez vu? Onglet 2, j'appuie encore, hop, onglet 3, j'appuie encore, ah ben non, il n'y a plus rien, donc là, ça s'arrête. J'appuie sur la flèche gauche, hop, onglet 2, j'appuie sur la flèche gauche, hop, onglet 1. Sympa. Donc là, il y a vraiment une belle manipulation des éléments HTML. Mais ici, regardez, un petit œil là, hop, des petits effets sympas. Donc là, qu'est-ce qui se passe si on clique sur l'œil? Regardez un petit peu, vous avez vu comment on a ouvert ça? Sympa, hein? Ah ben là, avec jQuery. Ça tombe bien, j'ai donné une petite formation sur jQuery facile. Ben justement, des petits trucs comme ça, en JavaScript à faire, c'est un petit peu pénible. Par contre, en jQuery, c'est tellement simple. Puis ça a tout de suite son effet, hein. Regardez, hop, l'œil est ouvert, je ferme l'œil et le truc il disparaît. Là, ici, j'appuie dessus, l'œil est ouvert et le truc apparaît. C'est sympa. Donc, regardez, en petite fonctionnalité, A+, A- contraste. Donc, A+, on comprend que si j'appuie là-dessus, on va grossir le texte. Regardez, hop, on grossit le texte avec ses onglets, etc. Sympa. Et puis à moins, on revient avec notre taille de police initiale. Voilà. Une autre petite fonctionnalité, le contraste. Là ici, on a on va dire des couleurs de texte foncées sur des backgrounds qui sont clairs. Eh bien le contraste, on va inverser. On va faire des backgrounds qui sont foncés avec des textes clairs. Regardez, j'appuie là-dessus, hop. Vous avez vu comment c'est sympa? Donc on a nos onglets qui sont en relation avec leur contenu au niveau des couleurs. Voilà, ben voilà. Donc un petit truc plutôt sympathique. Hop, si je reprends le contraste, voilà, on reprend ce qu'on avait au départ. Donc un petit tuto sympa. Encore une fois, ici, c'est de la pure manipulation de DOM. La pure manipulation d'éléments HTML. Donc plus on est à l'aise dans ces trucs-là, et plus on peut se permettre de faire des petites fonctionnalités comme ça qui sont sympathiques pour nos internautes. Pour celles et ceux qui ne me connaissent pas, je m'appelle Carlo Brison, je suis technicien supérieur en multimédia depuis le début des années 2000. Je suis également auteur de livres informatiques. Allez, c'est parti. On va mettre déjà en place un menu à onglet. Alors, je mets en place un menu à onglet, mais après, ça peut être adapté aussi à une zone nav d'un site web. Le principe sera toujours le même, donc à savoir un clic sur le lien de façon à afficher le contenu, mais également un clic, voilà, sur les flèches du clavier pour pouvoir naviguer d'onglet à onglet. Bon, alors c'est parti déjà. On va donner le code de base d'un document HTML5 à notre fichier index.html. Au niveau de la langue, on va dire fr. Et puis ici, on va dire menu, par exemple. Ça n'a pas une grande importance. On va tout de suite relier notre fichier index.html à une future feuille de style qui va s'appeler style.css. D'ailleurs, on va aller la déclarer tout de suite. Voilà, donc là, on va créer un nouveau fichier qui s'appellera style.css qu'on remplira tout à l'heure. Et puis également, on va aussi créer un fichier script.js. Voilà, et là, on va faire du JavaScript qui va nous permettre de pouvoir faire fonctionner notre menu à onglet. Donc là, ici, je récupère ça et voilà, le fichier est déclaré. Bon, maintenant, on met en place notre menu. Alors,
ce que je propose, pourquoi pas, c'est de l'enfermer dans une boîte div à qui on va donner, par exemple, un ID onglet. Voilà. À l'intérieur, on va mettre différentes zones. Donc une première zone qui pourrait être une zone nav. Voilà. Et c'est dans cette zone nav qu'on va mettre en place notre menu. Alors habituellement, c'est vrai que quand je fais une zone nav, on fait une liste non ordonnée, voilà, avec les items qui vont bien pour faire les liens. Alors ici, je ne vais pas prendre une liste non ordonnée, mais des éléments button. Pourquoi ? Parce que je vais avoir besoin de pouvoir capter un événement, donc l'événement lorsque l'utilisateur appuie sur une touche de son clavier ou relâche une touche de son clavier, peu importe, et pouvoir l'appliquer à un button. Sinon, je ne pourrais pas faire fonctionner le fait de pouvoir bouger sur l'onglet, de pouvoir naviguer sur les onglets avec le clavier. Donc ici, on a dit un button, donc on va faire 3 onglets. Donc là ici, on va écrire par exemple onglet 1 pour le premier onglet, on va le dupliquer. Ici on va écrire onglet 2 pour le deuxième, et ici on va écrire onglet 3 pour le troisième. Et donc là ici, alors je vais actualiser, voilà, on se retrouve avec 3 boutons. Et donc l'onglet 1 va correspondre, on va dire, à une section 1 qui aurait un contenu. Donc là ici c'est parti, on va créer une section. Donc dans cette section, on va mettre un titre de niveau 3 et dedans, on va écrire contenu de l'onglet 1. Voilà. Alors, qu'est-ce que ça sera le contenu de l'onglet 1 ? Ça sera un joli texte latin. Je vais faire Alt Z pour revenir à la ligne. CTRL S. Donc ça, c'est le contenu de l'onglet 1. On va faire le contenu de l'onglet 2. Donc pareil, on va refaire une section 1 H3 et ici, je vais écrire contenu de l'onglet 2, voilà. Et là, on va remettre un texte latin. Alors, j'ai pas fait de copier-coller exprès pour avoir un texte à chaque fois différent. Voilà. Donc là, ici, on a un autre texte. Bon. Et puis, il nous reste le contenu de l'onglet numéro 3. Donc, pareil, on va mettre un H3. Dedans, on va mettre contenu de l'onglet 3. Voilà, et puis pareil, alors il m'en veut avec le R là, voilà, et donc un petit paragraphe avec un joli texte latin à l'intérieur, CTRL S, bon voilà, ça c'est les bases, c'est fait, les bases HTML de notre menu à onglets, puis la vidéo suivante, on va améliorer ça grâce au langage CSS. Allez, c'est parti pour rendre joli notre menu à onglets. Donc, on va aller ouvrir notre fichier style.css. Première chose, on va changer la police. Donc là, ici, j'ai ouvert Google Font et on va prendre notre fameuse police Roboto en Light 300. Donc, select this font et on va aller chercher notre police. Donc on va prendre la règle d'importation, donc on prend pas la paire de balises style, mais juste la règle d'importation qu'on vient coller tout en haut de notre feuille de style, et puis ensuite on va appliquer cette police à l'ensemble de notre document, donc dans le sélecteur body. Donc là ici on va prendre la propriété font family, Roboto CTRL S, on vérifie que tout va bien, oui c'est bon, donc on peut fermer l'onglet donc de Google Font. Alors maintenant, bien on va donner une couleur de fond à notre document, à notre body. Alors je vais proposer toujours les mêmes couleurs modernes que j'ai l'habitude d'utiliser, donc 95 A5 A6, voilà, donc là c'est la couleur de fond de notre document. On va donner un font size à l'ensemble de notre document de 1 rem, donc là voilà, tout le monde maintenant a une size de 1 rem, et puis alors tiens, on va neutraliser les marges que l'on a par défaut dans le navigateur, et on va centrer notre menu à onglets. Donc on va faire de notre body un conteneur à qui nous allons donner le display flex. De cette façon on va pouvoir centrer
horizontalement via la propriété justifie contente, donc en lui donnant la valeur center, et verticalement grâce à la propriété align items, à qui nous allons également donner la valeur center, et pour que ça fonctionne, on va donner une hauteur de 100 VH, 100 unités d'écran à notre body. Donc là, c'est bon. Alors on a l'impression ici d'ailleurs que c'est pas centré sur l'axe des X, mais pourtant si. À ce moment-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va aller chercher, alors c'est la boîte div, on lui a donné l'identifiant onglet, on va aller chercher justement cet identifiant onglet et on va dire cette boîte div aura une largeur de 75%. CTRL S, et voilà, donc là on apprécie mieux le fait que notre menu à onglet est centré. Alors maintenant, tiens, on va s'occuper ici des différents boutons. Allez, soyons fous, on va mettre quelques petits commentaires histoire de se repérer dans notre feuille de style, même si elle n'est pas extrêmement compliquée en soi, mais ça fait rien. Donc ici, button, et on va dupliquer ici le commentaire. Donc on va aller chercher nos éléments button. Alors ce que l'on voudrait, c'est qu'il ressemble plus à un onglet qu'à un bouton. Alors déjà, ce que je propose, c'est qu'on retire la bordure. Donc on va aller faire border, none. On ne veut pas de bordure sur nos boutons. Donc là, ici, on va réduire un petit peu, qu'on puisse mieux apprécier notre travail en temps réel. Hop, voilà. Ok, bon, qu'est-ce qu'on va faire? On va peut-être donner un padding, donc un padding de 9 pixels en haut et en bas, et sur les côtés de 25 pixels, voilà, là déjà c'est plus agréable. Un curseur pointeur également, lorsque le pointeur de la souris va passer dessus, donc que l'utilisateur comprenne que c'est cliquable. Donc voilà, curseur pointeur, ça mange pas de pain, mais tout de suite on comprend mieux. On va donner une couleur également à notre texte, par défaut là il est noir, alors on va le faire un petit peu plus léger, on va faire par exemple du 555, voilà. On va écrire en capital, donc là ici on va aller chercher la propriété texte transform et on va dire uppercase. Donc là ici tous nos onglets sont écrits en capital, et puis on va mettre du gras aussi. On va faire un font weight et on va dire 700. CTRL S, voilà, qui est pas mal. Ensuite on va arrondir ici chaque bord haut de notre bouton, de nos boutons. Donc on va aller chercher la propriété. Alors on va aller arrondir en haut à gauche. Donc là ça sera border. Alors le haut, donc tiré top, ensuite gauche left, et enfin radius, puisqu'on veut faire un arrondi. On va dire, on voudra arrondir de 6 pixels. Et là, voilà, ça fonctionne. Et on va en faire autant pour la bordure haute qui est à cette fois à droite. Donc border, top, right, radius. Et là aussi 6 pixels. Voilà. Bon, ça ressemble déjà plus à des onglets qu'à des boutons. Bon. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Bien, on va peut-être s'occuper... si on va lui donner une couleur de fond, j'ai pas pensé. Background color, alors par défaut, on va lui faire un gris comme ça, un DDD, voilà. Donc là, c'est nos onglets. On va s'occuper des sections. Donc là, ici, on va aller, pareil, on va faire, je vais récupérer ça, on va faire un petit commentaire, on va écrire. Donc ici, on va s'occuper des sections. Voilà. Et je duplique mon commentaire. Donc on va aller chercher notre élément section, voilà. Qu'est-ce qu'on va faire? On va donner une couleur de fond à notre section, background color. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner? ECF0F1, voilà, une couleur un petit peu gris léger. Comme ça c'est joli. On va mettre un padding également, pour que ce soit beaucoup plus agréable, que ça respire. Donc un padding de 20 pixels. Et puis on va s'occuper du titre de niveau 3 qui est dans la section. Donc on va aller chercher l'élément parent section, on va chercher le titre de niveau 3, et puis on va mettre la première lettre en majuscule. Donc ça c'est texte transform, et c'est la valeur capitalise, donc toutes les premières lettres vont passer en majuscule. On va changer peut-être la couleur également, pourquoi pas.
Alors on va mettre du... on s'en est pas utilisé. Alors c'est du 2C3 E50, là aussi une couleur que j'ai l'habitude d'utiliser. Encore une petite chose, et puis on va s'arrêter là. On va donner un effet de hover sur les pointeurs, sur les boutons. Donc, lorsque le pointeur de la souris passe sur un bouton, donc button, on lui associe la pseudo-classe hover, et ici on va modifier la couleur de fond et on va reprendre celle qu'on vient de donner aux différentes sections, donc EC F0, F1, CTRL S, voilà, donc là du coup c'est la même couleur que celle de la section, et puis on va modifier également la couleur donnée au texte. Donc là ici on va prendre du C0392B, voilà, quelque chose qui est coloré, et ben voilà, ça y est, c'est bon. Donc là c'est la première chose, donc déjà ben voilà, ça c'est déjà plus joli, on va dire, que au début de cette vidéo, hein, grâce à la magie du CSS. Donc là on a vraiment un vrai menu onglet. Puis ben la vidéo suivante, on va un tout petit peu améliorer notre visuel. Alors maintenant, on va anticiper évidemment le fonctionnement de notre menu onglets, puisque par défaut, lorsque l'utilisateur va arriver, il ne doit pas voir les trois contenus des onglets, sinon ça n'a aucun intérêt. Voilà. Donc nous, on va cacher déjà les sections et on n'en laissera qu'une visible. Bien déjà ici au niveau CSS pour les sections. Qu'est-ce qu'on va faire? On va dire display none, on va les cacher et les sortir du flux. Donc là il n'y a plus de section, alors du coup on n'en a plus du tout. Alors ce que l'on va faire, c'est que par défaut, bien la première section, voilà, celle qui contient le contenu de l'onglet 1, on va lui donner une classe active. Voilà, alors j'ai juste pas écrit où il faut, donc ça doit être entre les cotes, voilà. Et à ce moment-là, au niveau CSS, on va chercher la section et on va lui coller une classe active. Et à ce moment-là, la section qui aura la classe active, ben, elle sera visible. Donc du coup, on va lui dire display block. Et là, par défaut, exclusivement le contenu de l'onglet 1 est visible. Alors de la même façon, bien, on va associer l'onglet 1 à son contenu. Donc ce que l'on va faire, c'est que par défaut, ben, on va dire que le premier bouton, donc celui sur lequel c'est écrit onglet 1, on va lui donner aussi une classe active, et pour que ce soit ben, visible, bien à ce moment-là, ici, voilà, là on avait dit button over. Lorsque le pointeur de la souris passe sur le bouton, ben, en fait l'onglet a la même couleur de fond que la section. Ben, alors à ce moment-là, ça m'arrange. Ben, je vais dire également, lorsque le button a la classe active, bien je veux qu'il ait ces propriétés CSS là. Voilà, ça y est, c'est aussi simple que ça. Donc par défaut, voilà, notre onglet 1 est bien actif, associé au contenu de l'onglet 1. Puis ben après, pour faire fonctionner tout ça, c'est-à-dire lorsque l'utilisateur va cliquer sur onglet 2, il va falloir faire afficher le contenu de l'onglet 2. Onglet 3, afficher le contenu de l'onglet 3. Ben pour ça, ici, on va utiliser eh bien, un langage de programmation qui n'est autre que le langage JavaScript. Allez, c'est parti pour écrire le JavaScript de la mise en fonctionnement de notre menu onglet. Alors, ce qui va nous intéresser, c'est quand l'utilisateur va cliquer sur un onglet, on va afficher le contenu en conséquence. Donc là, ici, on va déjà, dans notre fichier JavaScript, on va mettre un petit peu de commentaires et on va mettre en place, par exemple, la liste des variables. Quels sont, alors avec un S, quels sont les protagonistes qui vont nous intéresser au niveau HTML? Les buttons et les sections. C'est ces deux protagonistes-là qui nous intéressent. Donc on va créer une variable button. Alors je vais mettre un S parce qu'on va récupérer l'intégralité des boutons. Donc pour ça on va faire un document .query selector all, sélectionne tous les sélecteurs button de notre page web. OK. Et puis on va en faire autant pour les sections. Donc on va créer
une variable section avec un S, et puis là aussi on va faire un query selector all, on va aller chercher tous les éléments HTML qui sont des sections. Ok, bon, ça c'est fait et on va mettre le signe égal l'un en dessous de l'autre. CTRL S, alors ça c'est bon. Maintenant, qu'est-ce qui nous intéresse? Bien, ce qui va nous intéresser, c'est de parcourir l'ensemble des onglets qui existent et de capter l'événement clic sur un onglet particulier. Donc là ici, bien ce que l'on va faire, pareil, tiens, pendant qu'on y est, on va aussi mettre un petit commentaire, puisque là ici, ce qui va nous intéresser, ce serait fonctionnement. Alors je vais écrire ça, je vais écrire fonctionnement du menu. Hop là, voilà, fonctionnement du menu avec la souris. Voilà, et on va dupliquer notre commentaire. Donc déjà, il va falloir qu'on parcourt l'ensemble de nos onglets. Bon, on va faire une boucle for, pourquoi pas. Donc on va déclarer plutôt une variable i que l'on va caler à 0. Et puis en fait, on va parcourir la liste des onglets. Et bien tant que i est inférieur, voilà, à la liste, au nombre d'onglets que l'on a. Alors ici j'ai mis button, donc on va récupérer. Alors j'ai écrit button, je vais le changer, je vais mettre onglet, pourquoi pas. Bon, donc là ça sera plus parlant. Donc hop, tant que i est inférieur au nombre d'onglets que l'on a, donc là ici on va aller chercher la propriété length qui nous retourne le nombre d'onglets disponibles. Et ben ensuite on va faire une incrémentation, on va faire un i plus égale 1. Voilà, on va faire une incrémentation de 1 et ensuite on va mettre en place une paire d'accolades. Alors ça, j'en ai pas besoin, voilà. Alors, qu'est-ce qui va se passer ici? Bien, ce qui va nous intéresser, ce serait de donner la classe active à l'onglet cliquer. Bon, donc, alors je vais même mettre un petit peu d'espace comme ça pour que ce soit joli. Donc là ici on va récupérer l'onglet qui aura été cliqué par l'utilisateur. Donc on va prendre notre tableau onglet et puis on va prendre l'index qui aura été cliqué grâce donc ici à notre variable i. Et qu'est-ce qu'on va faire? On va lui ajouter la classe active. Donc à ce moment-là, on va aller chercher class list et on accède à la méthode add et on lui dit quoi? Tu ajoutes la classe active. Donc ça, normalement, ça doit marcher. Donc là, ah oui, mais alors attendez, j'ai oublié quelque chose. J'ai oublié d'écouter. Ah oui. Donc il va falloir qu'on mette en place quand même un écouteur d'événements, sinon ça va pas marcher. Donc nous on va écouter quand l'utilisateur clique sur l'onglet. Bon, donc on va reprendre ça, voilà. Donc quand l'utilisateur va cliquer sur l'onglet, donc ici on va dire add event listener, et donc ce qui nous intéresse comme événement, c'est l'événement clic, et ensuite on lui passe une fonction anonyme, et c'est justement là-dedans qu'on va mettre en place les instructions. Les instructions, ce sera d'activer justement l'onglet en question. Voilà, donc là si on clique, on active bien l'onglet en question. Du coup ici je vais le récupérer via le mot-clé ZIS, normalement ça devrait le faire. Donc si j'appuie là-dessus, voilà, ça marche. Bon, alors par contre, il y a juste un tout petit problème. C'est que on n'éteint pas les onglets là. On n'éteint pas les onglets précédents. Alors ce que l'on va faire, c'est qu'on va directement éteindre. On va éteindre les onglets à partir du moment où l'utilisateur va cliquer sur un onglet. On va éteindre tous les onglets. D'accord? Donc à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est parcourir les onglets. Donc on va parcourir le tableau des onglets. On va ressortir un seul onglet. Donc là, ici, on va dire onglet, off, onglet. Donc le tableau de nos onglets. Et on va récupérer un seul onglet. Alors, tiens, d'ailleurs, il n'est pas content. On peut le déclarer via une variable si on veut. Voilà. Et à ce moment-là, quelle instruction on va faire? Eh bien, à ce moment-là, pour chaque onglet, donc qu'on vient de définir ici, eh bien, on va lui remove
hop là, CTRL Z, on va lui remove la classe active. Donc à ce moment-là, on va aller chercher notre propriété class list et on arrive sur la méthode remove et on va lui dire tu remove la classe active. Donc là, du coup, plus personne n'aura la classe active. Donc là, si j'appuie là-dessus, pouf, il remove la classe active. Ça veut dire quoi? C'est-à-dire que là, si je cache ça, CTRL S, donc lui par défaut, il a la classe active. Si j'appuie là, il n'y a plus personne qui a la classe active. D'accord? Et puis bah là, effectivement, ensuite, bah, on dit non, tu vas ajouter la classe active, mais après. Donc là, on remove la classe active, mais on donne la classe active à celui qui a été cliqué via l'objet ZIS, hein, qui récupère ici justement l'onglet qui est cliqué. Bon, normalement, ça devrait aller. Alors maintenant, il va falloir aussi que l'on puisse associer le bon contenu. Alors de la même façon, bien si on veut associer le bon contenu, bien ici on va activer la section. Et la section qui aura le même numéro que l'onglet. Donc à ce moment-là, ici, on va aller chercher notre tableau section et on va récupérer ici le numéro de la section et à ce moment-là, on va lui ajouter la classe active. Donc ça ici, pareil, on va récupérer ça. CTRL S, donc si j'appuie sur 2, on fait apparaître l'onglet 2. Si j'appuie sur 3, on fait apparaître l'onglet 3. Mais même punition que tout à l'heure, mais il va falloir qu'on efface, qu'on remove la classe active aux autres sections. En fait, on va dupliquer ça. Voilà. Et pour donc bah pareil, on va parcourir la liste du tableau des sections qu'on va ranger dans une variable section sans S et donc c'est cette variable section à qui on va remove la classe active pour toutes les sections qui éventuellement auraient la classe active. En l'occurrence, il n'y en a qu'une mais ça fait rien. Si j'appuie là-dessus, pouf, c'est bon. On a remove la classe active dès le départ et là ici on affiche la section pour laquelle l'onglet est associé. Donc si c'est l'onglet qui a l'index 1, bien c'est bien le contenu de la section 1 qui va s'afficher. On est d'accord qu'on démarre à 0 puisque c'est un tableau. Bon, alors ça veut dire quoi? Alors déjà, bah, mine de rien, on a fait, c'est fini. Donc là ici, je peux même rajouter un petit point virgule ici, ça mange pas de pain. Donc là, bah, c'est bon, c'est fait. Nous venons de mettre en place le fonctionnement de notre menu à onglet via un clic de souris. Ok. Après, il va falloir qu'on voit ça. Alors, ça va être un petit peu plus complexe parce que là, du coup, ce qu'il va falloir qu'on écoute comme événement, c'est le fait que l'utilisateur ait appuyé sur une touche du clavier. Et nous, on captera, non pas n'importe quelle touche de clavier, on captera les flèches, la flèche droite et la flèche gauche. Alors, l'étape suivante va être de permettre à l'utilisateur de pouvoir changer d'onglet, non plus avec un clic de la souris, mais avec une touche du clavier. En l'occurrence, on pourrait choisir la flèche. Donc, on a une flèche qui irait vers la droite, une flèche qui irait vers la gauche. Donc, par exemple, si je donne... Là, ici, j'ai cliqué sur l'onglet 2. Donc, ça marche avec le script qu'on a écrit précédemment. D'accord? Donc, l'idée serait de dire, au lieu de cliquer sur l'onglet 3, l'utilisateur, il appuie sur la flèche qui va à droite. Donc, si j'appuie sur la flèche qui va à droite, j'ai pas changé d'onglet. Par contre, on voit que j'ai appuyé quand même sur une touche du clavier puisque ça a donné le focus ici à l'onglet 2. D'accord? Alors c'est voilà, on ira corriger ça un petit peu plus tard en CSS. Pour l'instant, on le laisse, ça m'arrange de le voir. Donc on va créer un script donc qui va nous permettre de pouvoir changer d'onglet en appuyant sur, enfin de passer à l'onglet suivant, on va dire, en appuyant sur la flèche droite du clavier. Donc là déjà, tiens, on va dupliquer le commentaire qui est là, on va passer 2 lignes. Voilà, donc là ici ça sera fonctionnement du menu avec le clavier et je duplique mon commentaire. Alors pareil, tout ça on va le faire au travers d'une boucle. Donc on part bien de nos onglets, puisque c'est nos onglets qui nous intéressent. Et puis, histoire de changer un peu, on va faire une boucle for each. Pourquoi pas? Donc là, ici, il va falloir qu'on donne un argument. Alors, l'argument, ça peut être n'importe quoi, ça peut être
photos, items, etc. Comme nous, on a simulé nos onglets au travers de boutons, je vais donner l'argument button, pourquoi pas. Bon, et puis ensuite, on va mettre voilà, une flèche et nos accolades pour dire qu'est-ce qu'on va faire, qu'est-ce qu'on va donner comme instruction. Alors justement, ici, qu'est-ce qu'on veut? Bien, en fait, ce que l'on veut capter, c'est sur nos boutons, d'accord, le fait que l'utilisateur a appuyé, alors soit il a enfoncé une touche du clavier, soit il a relâché une touche du clavier, mais en tout cas, c'est ce genre d'événement qu'on veut capter. Donc là, déjà, on va partir de notre argument qu'on a donné à un button et on va chercher notre écouteur d'événements, DD Event Listener. Alors là ici au choix, key down, key up. Donc key down c'est quand la touche du clavier est enfoncée, key up quand elle est relâchée. Tiens, on va prendre un key up, ça revient au même. Puis ensuite, pareil, comme d'habitude, ça change pas, on met en place une petite fonction anonyme et puis là on va mettre un point virgule. Bon. Maintenant, ce que je voudrais, parce que je connais pas en fait par cœur, et enfin, puis ça n'a pas d'intérêt. Comment ça s'appelle le fait, enfin la touche. Comment s'appelle la touche qui va vers la droite? J'en sais rien. Donc, de toute façon, pour la capter, il va falloir ici qu'on aille chercher une propriété event. Alors ou event ou peu importe, je vais mettre peu importe. Donc si je veux connaître, alors je vais faire un console.log, on va écrire dans la console et puis on va aller voir. Je veux connaître, hop, j'ai oublié le point. .log, je veux connaître comment s'appelle la touche qui va à droite. Donc je vais partir de ma propriété E et je vais chercher key. Et là normalement il va me le dire. Je vais faire CTRL S, on va revenir ici, on va inspecter notre console, voilà. Donc là, je vérifie qu'il y ait bien, ça soit bien activé. Alors maintenant, je vais appuyer sur la touche qui va, la flèche du clavier qui va à droite. Ah ben ça marche pas. Donc si je le clique, si, ça y est, ça a marché. Euro right. Donc je donne le focus, j'appuie dessus. Voilà, Euro right. Je me mets là. Si j'appuie sur la touche qui va à gauche, normalement c'est Euro left. Ouais, c'est ça. Celle qui va en haut, histoire de Euro up, et en bas, Euro down. Voilà. Moi, ce qui m'intéresse, c'est celle qui va à droite. Donc, c'est Euro right. Du coup, le fait qu'on la connaisse, c'est parfait. Parce que du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va dire que si l'utilisateur, il a appuyé sur une touche qui retourne Euro right, à ce moment-là, on va aller chercher la touche suivante. Donc là, déjà, enlever ça, on va mettre en place une condition if, voilà, ça c'est les bases de notre condition. Donc on a dit quoi? La condition c'est e.key, voilà, il faut que ça soit égal à quoi? À la chaîne de caractères euro right. Donc A R R O W R majuscule I G H T. Voilà. Si jamais c'est égal à cette valeur là, bien à ce moment-là, il va falloir que l'on puisse partir sur l'onglet suivant. Donc là, on a l'onglet 2. Moi, ce que je voudrais, c'est capter l'onglet 3. Donc, pour pouvoir faire ça, on va créer une variable qu'on va appeler onglet suivant. Voilà. Pour pouvoir capter l'élément suivant, donc il faut qu'on parte évidemment pour lui dire de quel élément il s'agit. Donc on est bien sur nos éléments button. Pour pouvoir récupérer l'élément suivant, bien on a à notre disposition une propriété qui s'appelle next. Et tiens, il me la donne. Voilà, elle est là. Next element sibling. Lui va nous donner l'onglet suivant. Et je vais vous montrer parce que je vais le récupérer. Donc on l'a rangé dans la variable onglet suivant. On va faire un console.log. Alors console .log donc de onglet suivant, CTRL S. Donc je donne le focus, enfin je clique sur l'onglet 2, pardon. J'appuie sur le bouton donc qui va me retourner Euro right. J'appuie dessus. Regardez. Console.log de onglet suivant, donc je récupère bien l'onglet suivant. D'accord, c'est button, onglet 3 button. C'est top, hein. Donc c'est-à-dire je récupère ça, cet élément-là. Si j'avais donné le focus au premier, voilà, que j'appuie dessus, pouf, je récupère bien le suivant, qui est
celui-là. Si je donne le focus au numéro 3, donc en l'occurrence ici, qu'est-ce qui se passe? Que j'appuie dessus, ben voilà, ça me renvoie nul parce qu'il n'y a pas d'onglet suivant. Donc ça, c'est intéressant. Donc du coup, si ça me renvoie nul, ça veut dire quoi? Parce que moi, maintenant, ce qui m'intéresse, par exemple, si je donne là, ici, le focus au 2, que l'utilisateur ou moi, j'appuie sur la flèche, ben, ça veut dire que là, je dois donner le focus et afficher le contenu de l'onglet 3. Donc du coup, ici, ben, j'ai juste à vérifier que ça me renvoie quelque chose. Voilà. Si ça me renvoie nul, c'est pas bon. Mais si ça me renvoie quelque chose, c'est bon. Donc si ça me renvoie quelque chose, ça veut dire que j'ai un onglet suivant, tout simplement. Donc là, à ce moment-là, on va mettre en place if onglet suivant. Donc ça veut dire que ça me retourne quelque chose. Voilà. Si ça me retourne nul, ben, il ne se passe rien. Donc si ça me retourne quelque chose, qu'est-ce que je veux? Eh bien à ce moment-là, ce que je voudrais, c'est donner le focus à l'onglet suivant. Donc là ici j'ai ma variable onglet suivant. Je veux lui donner le focus et en même temps je voudrais afficher le contenu comme s'il y avait un clic. S'il y a un clic, comme on a fait ici, hein, s'il y a un clic, ici, s'il y a un événement clic, on appelle la bonne section. Bah là, ici, je vais dire, dans ce cas-là, pour l'onglet suivant, bah, on va dire qu'il y a un clic. Et donc, s'il y a un clic, ça veut dire qu'on va associer à la section. Donc là, ici, j'appuie sur onglet 2, j'appuie sur le bouton, sur la flèche qui va à droite. Et qu'est-ce qui se passe? Regardez. On vient de donner le focus à l'onglet 3, ici. Et on vient de faire un clic. Donc ce qui nous permet d'avoir le contenu de l'onglet 3. Si j'ai le contenu de l'onglet 1, d'accord, j'appuie sur la flèche qui va à droite, pouf, j'ai bien le focus sur l'onglet 2 et j'ai bien le clic donc qui mène la section qui correspond à l'onglet 2. Si je rappuie encore une fois, hop là, voilà. Si je rappuie encore une fois, je passe à l'onglet 3 et j'ai le contenu de l'onglet 3. Bon, on va en faire autant, et donc si je rappuie dessus, par contre, il ne se passe plus rien. Voilà, là, ici, je passe à l'onglet 3, ici, onglet 2. Alors, j'ai juste un petit problème. Je n'arrive pas, alors, j'arrive pas à passer. Alors, si je suis là, je passe à l'onglet 2. Si je rappuie dessus, j'ai une perte au niveau du focus. Ah, mais c'est normal. C'est tout à fait normal. Voilà. C'est une fonction de focus, c'est pour ça que ça marche pas. Donc si je recommence, si je suis là, alors faut que voilà. Si je suis là, j'appuie là, j'ai l'onglet 2. Si je rappuie, voilà, j'ai l'onglet 3. Donc ça fonctionne. Ok, j'avais juste un petit doute. Donc c'est bon. Alors maintenant, bah, la vidéo suivante, on fait le retour. C'est-à-dire que si l'utilisateur appuie sur la flèche qui va dans l'autre sens, donc à savoir la flèche qui va à gauche. Bon, très bien. Alors maintenant, on veut le contraire. Donc là, j'appuie sur la flèche qui va vers la droite, ça va vers la droite. Maintenant, si j'appuie la flèche qui va vers la gauche, je devrais revenir sur l'onglet 2. Donc à ce moment-là, ben, on a notre condition qui est là. On a dit que si ça valait EuroWrite, on fait tout ça. Ben, contre-condition, else if, à ce moment-là, qu'est-ce qu'on va faire? Eh bien, on va aller vérifier que e.key soit à ce moment-là, hop, on l'a vu tout à l'heure, euro left égal à euro left, donc flèche gauche. Voilà. Si c'est égal à flèche gauche, on va créer une variable qu'on va appeler, alors là on l'avait appelé onglet suivant, ben, on va dire onglet précédent, let onglet précédent, et pour pouvoir récupérer l'onglet précédent, bah, ça va être, donc tout à l'heure c'était next element sibling, bah là ça sera previous, elle est là, super, previous element sibling, et là on récupère l'onglet suivant. Et à ce moment-là, c'est exactement le même principe hein, qu'on a fait tout à l'heure. C'est-à-dire que là, on va vérifier. Alors, juste que ça, c'est pas bon, je suis pas au bon endroit. Voilà. On va vérifier que lui nous renvoie bien quelque chose, d'accord? Donc là, ici, on fait exactement ce qu'on a fait précédemment. Hein. Donc, on va dire que si lui nous renvoie quelque chose, eh bien,
à ce moment-là, oui c'est ça, à ce moment-là, on va donner, je vais remonter un peu, à ce moment-là on va donner le focus à l'onglet précédent, donc j'oublie pas, c'est une fonction, voilà, et puis on va faire le clic, voilà, comme on a fait tout à l'heure, on va lui donner le clic, voilà, on va faire CTRL S, si je donne le focus, je clique sur l'onglet 3, j'appuie donc là sur le euro left, ça marche, on passe à l'onglet 2, c'est écrit onglet 2, je rappuie, onglet 1, c'est écrit onglet 1. Si je rappuie encore, il n'y a plus rien. Voilà, il ne se passe rien, puisque là, ici, non, on a dit que lui nous retourne rien, il retourne nul, puisqu'il n'y a plus rien. Donc, si j'appuie à droite, hop, je viens sur l'onglet 2. Si j'appuie à gauche, hop, je reviens sur l'onglet 1. Bon, et voilà quelque chose de bien, puisqu'on a la possibilité ici de pouvoir naviguer avec les touches du clavier. Alors, petite chose, hop, on va aller sur le button ici, voilà, et qu'est-ce qu'on va dire? Outline, none, voilà, pas de liseré, none, voilà, et là, normalement, on a corrigé notre petit problème, j'appuie là, j'appuie sur la flèche, hop, voilà, ça y est, il y a le focus, mais il n'y a plus le outline, en fait, voilà, qu'il y a sur les onglets. Bon, et bien voilà, une bonne chose de faite. Bien, donc maintenant, on va aller un petit peu plus loin, puisque on va proposer à l'utilisateur d'agrandir, de réduire le texte, voire de modifier les couleurs, de faire une inversion. Pourquoi est-ce qu'on ferait pas à ce moment-là genre un petit menu ici, l'utilisateur y clique, hop, on va faire apparaître justement des liens qui vont nous permettre d'agrandir, de réduire le texte, etc. Bon, on va aller au niveau HTML et on va déjà créer une autre boîte. Alors on va lui donner un identifiant accessibilité, voilà. Dedans on va mettre, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc on va regardez, j'ai ouvert la librairie FontAwesome, je propose qu'on mette ici un petit œil, un œil fermé. Quand l'utilisateur va cliquer sur l'œil, hop, alors non seulement l'œil fermé va s'ouvrir, mais en plus on va faire apparaître justement une zone qui va contenir des liens, un lien pour agrandir, réduire le texte et un lien pour modifier le contraste de la page. Donc à ce moment-là, on va faire deux zones. Une première zone qu'on va dire par exemple header, qui va contenir justement tous les liens. Pour le moment, on va juste écrire le mot header. Et puis une deuxième zone, je vais mettre div par exemple, et elle va contenir l'œil. Alors pour ça, donc on va aller sur FontAwesome et juste avant, donc on va aller en bas de notre document et on va se positionner avant le fichier, l'appel au fichier script.js, voilà, CTRL V. Donc ici le lien qui mène sur le fichier JS de la librairie FontAwesome. Donc là maintenant on y va, on va aller sur FontAwesome, on va aller ici dans icônes et nous ce qui va nous intéresser c'est les yeux, donc je vais taper Ace, voilà, et on va prendre donc voilà, on va prendre ce qui est free et puis on va prendre celui-là, l'œil fermé. Donc là ici je clique dessus, on récupère le lien et on vient le coller, alors je vais remonter, on vient le coller ici dans la boîte div. Donc là, CTRL S, maintenant, alors on va pas fermer FontAwesome maintenant, parce qu'on sait que il faudra aussi qu'on ouvre l'œil en temps voulu. Donc là, ici, on arrive, voilà. Donc, on a deux zones sur notre page web, une zone accessibilité, donc qui contient le header et l'œil, et puis la zone qu'on avait créée, donc qui contient l'onglet. Donc on est d'accord, la zone accessibilité et l'autre zone onglet. Bon, alors leur positionnement actuel, c'est quoi? En fait, ils sont l'un à côté de l'autre. Pourquoi? Parce que le body, on lui avait dit display flex et on lui avait dit tu centres horizontalement et verticalement tes items. En l'occurrence, au départ, on en avait qu'un, c'était l'onglet. Maintenant, on en a un deuxième. Par contre, ça ne nous arrange pas
ici on voudrait que cette boîte accessibilité, elle soit en haut, comme ça, et donc l'œil il soit par là. Donc du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va faire sortir la boîte accessibilité du flux. Donc pour ce faire, on va se rendre dans notre fichier CSS, on va aller au niveau du body et on va lui donner, on va se mettre par là par exemple, et on va lui donner la propriété position et la valeur relative. Le positionnement en CSS, c'est super important de bien le connaître puisque ça nous permet de pouvoir manipuler des éléments. Bon, et de les positionner. Donc maintenant, celui qu'on veut manipuler, c'est la boîte div qu'a l'identifiant accessibilité. Donc là, on va se mettre par ici, on va récupérer le petit commentaire qui est là, voilà, on va passer un petit peu des lignes, et ici on va dire donc accessibilité. Faut pas que j'oublie des S, des C, etc. Donc ici, on va aller chercher l'élément HTML qui a l'identifiant accessibilité. Normalement, je me suis pas trompé, et on va lui dire quoi? Bien, toi, tu vas être en position absolue. Et là, normalement, CTRL S, si tout va bien, voilà, il est sorti du flux. Vous voyez, il est ici. Donc là, il n'est plus sous l'influence il est plus sous influence. Il est quand même malgré tout sous l'influence du div flex, puisqu'il est centré horizontalement et verticalement, mais on va dire que il est superposé, voilà, par rapport à l'item, ce onglet. Alors nous, ce qui nous intéresse maintenant, puisque comme on lui a dit position absolue, bien on va pouvoir le positionner par rapport à celui qui est en position relative, donc en l'occurrence ici le body. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'il soit calé ici au point haut gauche. Donc à ce moment-là, voilà, donc à ce moment-là, on a accès à quoi? À la propriété top, et on va lui dire tu seras calé en haut à 0, et la propriété left, tu seras calé en haut à gauche à 0. Donc là, notre boîte div est bien calée où on veut. Alors, histoire qu'on la voit un petit peu temporairement, on va faire un background color, voilà, et puis on va dire blanc par exemple, voilà, c'est juste histoire qu'on le voit. Alors, ce que je vous disais juste avant, c'est qu'on est malgré tout quand même sous l'influence des flexbox, puisque ici, normalement, une boîte div occupe 100% de l'espace qui lui est alloué. Or, si on est sous l'influence des flexbox, elle n'occupe plus 100% de l'espace qui lui est alloué, mais elle a pour largeur ce qu'elle contient. Donc à ce moment-là, ça fait rien, c'est pas grave. Nous, ce qu'on veut, c'est que ça occupe 100%. À ce moment-là, ici, on va lui dire width. Donc tu auras une largeur de 100%. Si je fais ça, automatiquement, on se retrouve avec une largeur de 100%. J'aurais pu dire aussi right à 0, peu importe. Bon, donc là, ici, on va s'arrêter là. On a pas mal. On a positionné un élément. Donc maintenant, ici, il va falloir qu'on s'amuse pour rendre ça, évidemment, beaucoup plus agréable. Bien, donc là, on va positionner les éléments. Donc l'œil, on voudrait qu'il soit ici en haut à droite et le header à côté. Bon, revenons donc dans le conteneur. Donc du coup, c'est la boîte div qu'a l'identifiant accessibilité. Puis on va en faire un div, un display flex. Tout simplement. Donc à ce moment-là, automatiquement, pouf, voilà, nos éléments se retrouvent l'un à côté de l'autre. Et maintenant, grâce à la propriété justifie contente, on va lui dire tu vas être à la fin. Alors, hop, on revient ici, on va chercher la propriété justifie contente et on va lui dire flex and mets-toi à la fin et automatiquement, voilà, simple. On a positionné nos éléments à droite sur l'écran. Alors ce qui pourrait être maintenant plutôt agréable, ça serait de mettre un petit padding, voilà, que ça soit pas non plus collé sur le bord de la fenêtre, voilà, un padding. Alors j'ai dit padding 15, par contre, qu'est-ce qui se passe? Tiens, c'est intéressant. Hop, je vais remonter le truc, regardez. J'ai mis un padding et du coup, oui, il y a bien un padding, mais il y a un scroll. Mince, qu'est-ce qui se passe? C'est pas grave. J'ai 100%, en fait, il faut juste comprendre et puis après on peut résoudre le problème. On a 100% de l'espace pour la boîte div, d'accord, mais 100% plus 15 deux fois. 15 là et 15 là de padding. Donc du coup, voilà, effectivement, on sort de la largeur de l'écran. À ce moment-là,
il suffit d'aller chercher la propriété border. Non, c'est, alors je sais jamais, c'est border box, c'est border box, non, c'est le contraire, c'est box sizing, voilà. Alors, très souvent j'arrive à inverser les deux, c'est fou ça. Et border box. Et là, qu'est-ce qui se passe? On a fait partir le scroll. Et là, ben voilà, c'est parfait. Donc ça veut dire que le padding, cette fois, est compris à l'intérieur des 100%. Il n'est pas ajouté. Et donc voilà ce qui nous permet de pouvoir gérer correctement notre mise en page. C'est une petite chose très intéressante de bien connaître, hein, de bien savoir, sinon ça pourrait poser quelques petits problèmes. On va s'occuper de la boîte div qui contient l'œil. Donc là, ici, si je reviens, non, pardon, c'est là, voilà, c'est ça. Ici, on va s'occuper de cette boîte div là. Donc on va revenir, on va dire que on va chercher l'élément parent accessibilité et on va chercher l'élément enfant div. Voilà, tiens, juste avant, on va retirer le background color du coup, hein, pour la boîte accessibilité, voilà, parce qu'on n'en a plus besoin, c'était juste pour la voir et de façon à savoir un petit peu quelle largeur elle avait. Bon, là, ce que l'on va faire, c'est qu'on va éloigner donc notre boîte div par rapport à la zone header. Donc là, ici, on va faire un margin left, par exemple, de 25 pixels. Et voilà, on a éloigné les éléments l'un de l'autre. On va mettre une couleur de fond pour cette boîte div, histoire qu'on la voit un petit peu mieux. Alors, qu'est-ce qu'on va prévoir? On va prévoir du F1C 40F, CTRL S, voilà. Et maintenant, on va mettre un padding tout autour, histoire que ça soit plus agréable. Donc, on va mettre par exemple un padding de 10 pixels. Parfait. Et puis, si on veut que ça soit un rond, à ce moment-là, on pourrait faire, tiens, un border, ce sera d'ailleurs plus joli, on va faire un border radius et on va lui dire 50%. Et là, ici, on se retrouve avec un rond. On s'aperçoit également qu'en fait, on n'est plus très bien aligné verticalement entre le header, enfin la zone header et l'œil. Donc à ce moment-là, on va revenir au niveau du conteneur, donc accessibilité. Et ici, on va lui rajouter la propriété align items. Et puis on va lui dire center. De cette façon, voilà, c'est centré sur la hauteur de la boîte accessibilité. C'est parfait. Bon, on en revient ici à notre œil. Alors déjà ici, l'idée, c'est que on fera apparaître ou disparaître le header. Donc par défaut, on va dire que la zone header, alors je peux aller la chercher, je vais dire que c'est la zone header qui est dans la boîte accessibilité, donc la zone header. Voilà, bien par défaut on la verrait pas et on la sort du flux, donc à ce moment-là on pourrait lui dire tu serais en display none, donc on est d'accord que par défaut voilà on la voit pas. Et l'idée c'est que quand on va cliquer là-dessus on devra la voir. Donc déjà ce qu'on peut dire c'est qu'au niveau de la boîte div, que l'utilisateur sache qu'il puisse cliquer, donc on va lui faire un curseur pointeur, voilà, comme ça l'utilisateur comprendra qu'il pourra cliquer à l'intérieur de de l'œil. Voilà. On va changer la couleur aussi au niveau de l'œil. On va dire color, alors on va garder du noir mais un petit peu plus léger. On va mettre par exemple un 333, voilà, soit un petit peu moins prononcé. On va faire également un petit effet de hover. Lorsque le pointeur de la souris va passer sur la boîte div qui est donc dans la boîte accessibilité, donc je vais copier ça, voilà, donc on va rajouter à la boîte div la pseudo classe hover. On va modifier le fond. Alors qu'est-ce qu'on va lui donner? On va lui donner du E67 E22, normalement c'est ça, voilà. Donc ici on est sur un orange et puis histoire même que ça soit encore plus sympa, on va augmenter sa taille. Alors ici on va aller chercher la propriété transform, voilà, comme ça on accède à plein de fonctions et on va modifier, tiens, ça
ici la mise à l'échelle, scale, et on va dire une mise à l'échelle de 1.2 par exemple. Donc du coup, pouf, voilà, ça fait son effet. Puis pour que ce soit plus souple, plus agréable, on va mettre une petite transition, voilà, puis on va dire, alors transition, on va dire tu vas mettre 1 seconde, voilà, pour effectuer ce mouvement, comme ça sera plus sympa. Donc voilà, voilà quelque chose d'agréable. On va maintenant, l'idée sera de pouvoir faire fonctionner ça, c'est-à-dire que quand on va appuyer là-dessus, pouf, on fera venir notre zone header. Allez, maintenant on va remettre, on va réafficher la zone header. Là on avait mis un display none pour l'instant, hop, on va la réafficher et on va aller travailler à l'intérieur. Donc on veut la possibilité que l'utilisateur puisse agrandir le texte, diminuer le texte et modifier le contraste. Donc à ce moment-là, on y va. Donc dans la zone header, donc on va enlever le mot header, on va mettre en place une paire de balises span, et pourquoi pas on va identifier en fait chacun, c'est-à-dire que là ici qu'est-ce qu'on va faire, on va faire A+, donc là on comprend que ça va être pour augmenter le texte. Alors on va l'identifier, on va dire par exemple augmenter fonte, voilà, CTRL S, donc là automatiquement on a un A+, alors on va le dupliquer et puis on va faire un A-, voilà, et ici ben on va l'identifier comme étant diminuer fonte, voilà, et puis un dernier pour le contraste. Donc ici on va écrire contraste, voilà, et là ben, en l'identifiant, ben, on va dire contraste. Contraste, CTRL S, voilà qui est bon. Alors maintenant on va mettre un petit coup de CSS à tout ça pour que ce soit plus agréable. Donc on revient. Donc on est dans l'accessibilité. On va aller, alors on va dire que on va aller chercher l'élément parent accessibilité. Je vais le copier, ce sera plus simple. Puis pourquoi pas l'élément enfant header, et enfin on va aller chercher les spans qui sont à l'intérieur de la zone header. On va leur donner une couleur de fond. Tiens, background color, on va dire du 344 95 E. CTRL S, voilà. Donc là ici on les voit. Bon, alors maintenant il va falloir que ça soit un petit peu plus joli. On va mettre un padding. Alors au bas on va dire 5 pixels, et sur les côtés on va faire un petit peu plus grand. On va mettre du 20 pixels. Voilà qui est pas mal. Tiens, on va arrondir les bords. On va arrondir les bords de chaque côté, que ça soit plus harmonieux. Donc on va aller chercher la propriété border radius et on va lui dire 50 pixels. Et là du coup ça va faire des ovales en fait. Voilà, donc là c'est plus harmonieux. Bon, on va changer la couleur également de fond de nos textes, parce que là en noir c'est pas top, hein, on les voit pas très bien. Donc on va faire un gris comme ça, D, un truc léger, voilà, parfait. Curseur pointeur, puisque là ici il va falloir que l'utilisateur sache que c'est cliquable. Donc on va modifier le pointeur de la souris, donc curseur pointeur, voilà, donc comme ça quand l'utilisateur arrive dessus, voilà, il sait que l'élément sera cliquable. On va les éloigner, tiens, on va faire une petite marge à droite. Ouais, on va faire une marge à droite, même du coup ça va nous éloigner de l'œil aussi, encore une fois. Donc un margin right de, allez, là aussi 25 pixels, voilà, les éléments comme ça s'éloignent. Encore une petite chose pour donner un petit peu d'interactivité, un simple. Donc lorsque le pointeur de la souris va passer sur un span, donc là ici on va récupérer ça, on va le copier, voilà. Et donc on a dit lorsque le pointeur de la souris passe sur un span, donc on lui donne donc la pseudo-classe over, on va modifier l'opacité. Tiens, on va faire un opacity, et puis on va faire par exemple 0,7, CTRL S, on teste, voilà, parfait. Bon, donc là, tout ça, c'est bon. Donc pour l'instant, on va s'arrêter là. Du coup, on pourrait presque remettre, on va remettre un display none. Hop, CTRL S, on les voit plus. Donc bah maintenant, il va falloir que l'on puisse, bah, justement, quand on va cliquer là-dessus, faire apparaître bah, justement nos spans.
Allez, c'est parti pour un petit peu de programmation. Donc, qu'est-ce qu'on veut? On veut que lorsque l'utilisateur va cliquer pouf sur l'œil, on veut faire apparaître les spans là, de la zone header et puis ouvrir l'œil. Donc, modifier l'icône. Eh bien, vous savez quoi? Je propose, pourquoi pas, qu'on fasse ça en jQuery. Justement, je viens de donner une petite formation là de 10 tutos, une série de 10 tutos sur l'apprentissage du jQuery facile, de s'en servir extrêmement facilement. C'est une belle occasion de pouvoir se servir ici de jQuery. Donc, ce qui montre en plus, je fais une petite parenthèse, on peut faire du JavaScript, mais on peut aussi dans le même site rajouter du jQuery quand c'est opportun. Ici, c'est opportun. Pourquoi? Parce que du coup, en fait, ce qu'on fera, c'est que quand l'utilisateur va cliquer là-dessus, on va faire apparaître notre zone header en slide, sous la forme d'un slide, et la faire disparaître sous la forme d'un slide. Donc, c'est vraiment approprié, parce qu'en plus, c'est facile. C'est plus facile de faire ça en jQuery qu'en JavaScript. Donc, regardez. Là, moi, j'ai installé ici la librairie jQuery.js. Donc, hop, on va aller au niveau de notre document HTML et ici, on va lui dire, bien, tu vas charger la librairie. Donc là, ici, script src, tu vas chercher le fichier jQuery.js, voilà. Et puis, nous allons créer un fichier qui va s'appeler script-jQuery.js, ou de l'appeler comme vous voulez. Moi, ça me permet de me repérer. Bon, et donc évidemment, on va l'appeler ici. Donc là, ici, on va aller faire un lien vers le fichier qui s'appelle script-jQuery.js. Bon, ça c'est fait. Alors, si on va sur notre fichier script-jQuery.js, puisque c'est du jQuery, on le fait lorsque le document est prêt. Donc $document.ready, et ici on va chercher notre fonction anonyme, j'ouvre et je ferme mes accolades. Petite parenthèse, si vous connaissez pas le jQuery, comme ça, ici on le voit ensemble. Je ne vous fais pas des explications de jQuery. Si ça vous intéresse, je vous encourage vivement à aller voir cette série de tutos que j'ai donc appelé un jQuery facile. Bon, là en gros, ça veut dire qu'on fera l'exécution de notre programme jQuery lorsque le document sera chargé. Bon, là, qu'est-ce qui va nous intéresser? Ce qui va nous intéresser, c'est le fait de capter que l'utilisateur a cliqué sur l'œil. Par contre, évidemment, il va falloir quand même qu'on fasse un tour de passe-passe. C'est-à-dire qu'au niveau HTML, ici, alors il est où? Il est ici, voilà. Eh bien, nous allons devoir mettre en place une case à cocher. Ce qui va nous permettre de pouvoir savoir si la case à cocher est checkée. À ce moment-là, on fait apparaître le header. Si elle est décochée, on le fait disparaître. Bien. Donc là, ici, dans notre boîte div, on va faire un input de type checkbox. Voilà, ça va m'éviter de l'écrire. Voilà. J'ai pas besoin de son name. Par contre, je vais garder l'identifiant et je vais dire check. Pourquoi je garde l'identifiant? Parce que là, ici, si je fais CTRL S, voilà. On le voit, d'accord? L'idée après, ça sera qu'on ne le voit plus, mais qu'on puisse savoir qu'il est checké ou pas, et on le saurait si l'utilisateur clique sur l'œil. Et donc, pour pouvoir mettre en relation l'œil avec la case à cocher, il suffit de mettre l'œil dans un label. Donc là, ici, on va entourer notre i, voilà, d'une paire de balises label. Donc je coupe ça et je le mets là. Et pour le mettre en relation avec la case à cocher, justement, on va lui dire label for check. Et là, regardez, si je clique sur l'œil, ça check. Voilà, ça coche la case à cocher et ça la décoche. Bon, ça c'est la première chose. Alors maintenant, jQuery, on revient. Donc là, ce qui va nous intéresser, c'est de savoir quand l'utilisateur clique sur l'œil. Donc dans ce cas, on va chercher notre fonction jQuery. Et qu'est-ce qui va nous intéresser ici? Quel protagoniste? Le label qui est dans la boîte accessibilité. Donc là, ici, je vais dire, on part de l'élément parent
accessibilité, et on va chercher l'élément enfant, label. Et on va écouter quoi? Le clic sur ce label. Et ensuite, on met en place une petite fonction anonyme. On ouvre, on ferme les accolades pour dire qu'est-ce qu'on va faire. Et là, ici, on met un petit point virgule puisque c'est terminé. Alors, qu'est-ce que l'on va faire ici? Bien, on a dit quoi? On voudrait faire apparaître, si je reviens dans mon HTML, si je clique dans le label, je check la checkbox pour faire apparaître, lui, le header. Donc le protagoniste, c'est le header. À ce moment-là, on va le chercher avec notre fonction jQuery et on lui dit, bien, ici, on voudrait aller manipuler le header. Et qu'est-ce que j'ai dit? Je voudrais le faire apparaître sous la forme d'un slide, tranquillement. Donc là, ici, qu'est-ce qu'on a? On a à notre disposition, eh bien, slide down. On va le faire apparaître en allant down. Voilà, comme ça. Donc, de manière tranquille, c'est-à-dire lente. Donc, on va lui donner en paramètre slow. Je veux que tu me fasses un affichage tranquille. OK. Alors, rien que ça, déjà, qu'est-ce qui se passe? CTRL S, si j'appuie là-dessus, regardez, ça a marché. Vous avez vu? J'actualise mon truc, j'appuie là. C'est tellement simple, jQuery. Vous avez vu, on fait une super animation vachement sympa grâce au jQuery. Bon, de la même façon, à ce moment-là, on a dit, ben, on voudrait fermer l'œil. D'accord, on voudrait fermer l'œil. Alors à ce moment-là, dans ce cas, nous allons venir manipuler le label, puisque c'est le label qui contient le label. Il est là. C'est le label qui contient l'œil ouvert. Donc là, ici, on va revenir sur Font Awesome. Si je fais ça, voilà. L'œil ouvert, il est là. Donc là, je vais le récupérer. Tac, voilà. Et là, eh bien, on va revenir au niveau de notre jQuery. Donc, quand l'utilisateur va cliquer sur l'œil, donc on a fait apparaître tranquillement le header, eh bien, de la même façon, on va venir manipuler le label. Alors, normalement, je devrais pouvoir le capter avec this, je pense. On va voir. Et là, on va lui appliquer une méthode HTML qui va contenir, tac, l'œil ouvert. Alors, on va voir ça tout de suite. Maintenant, ce que ça donne, CTRL S, j'arrive ici, hop, j'actualise. Si j'appuie là-dessus, ça marche. L'œil est ouvert. Vous avez vu? J'actualise, l'œil est fermé. Si je clique dessus, pouf, l'œil est ouvert. C'est top, hein? Voilà. Donc maintenant, il nous faut le contraire, c'est-à-dire que maintenant, ce que l'on veut, c'est bien, hop, quand c'est ouvert, voilà, parce que là, si je reclique dessus, il ne se passe rien, d'accord? Pourtant, lui, il est déchecké, là, il est checké, d'accord? Et ensuite, moi, ce que je veux, c'est savoir s'il est checké ou déchecké. Alors, je vous donne rendez-vous à la vidéo suivante pour pas en mettre trop. Et puis, bah, justement, en fait, l'idée après, bah, ça sera quand on clique dessus, on va refermer l'œil et on va faire disparaître ici notre zone header. Alors maintenant, ce qui nous intéresserait, c'est d'avoir, donc là ici, on a ouvert l'œil en cliquant dessus, on a fait apparaître notre slide, notre header, et donc si on reclique dessus, bien normalement, on devrait le faire disparaître et fermer l'œil pour qu'il revienne ici à sa position initiale. Donc là, du coup, ce que l'on va faire, c'est qu'on va vérifier en fait si la checkbox, donc là si je reviens ici, ça c'est le input de type checkbox, donc l'élément HTML qui a l'identifiant check, si lui il est checked, s'il a été checké. Donc on va revenir ici dans notre script jQuery, donc on va permettre ça sous condition, donc on va mettre en place les bases de notre condition, donc si la condition est remplie, ben à ce moment là on va faire justement ce qu'on a écrit ensemble. Donc, quel protagoniste nous intéresse? Il nous intéresse l'élément HTML qui a l'identifiant check, et on veut savoir quoi? Si sa propriété est checked. Donc, ici, checked. Si c'est checké, pouf, on va faire, hop, voilà, si c'est checké, hop, voilà. Si c'est checké, on va le faire, et si c'est déchecké, ben à ce moment-là, pouf, on va retirer
à ce moment-là, on va faire la contre-condition. Sinon, else, pour le header, donc on l'avait fait descendre, on a fait un slide down, là on fera un slide up pour venir le fermer, et puis remettre l'œil fermé. Donc à ce moment-là ici, au niveau de la méthode HTML, bien on va lui dire quoi? On va lui dire que elle aura pour valeur ici l'œil qui est fermé. Voilà, CTRL S. Et d'ailleurs, maintenant ici, on n'en a plus besoin de la checkbox. Donc à ce moment-là, ce que l'on peut faire, c'est qu'au niveau CSS, on va aller ici dans accessibilité et on va dire que l'élément qui a l'identifiant check doit être, je vais remonter un petit peu, sorti du flux, display none. Il doit être caché. Voilà, CTRL S. Donc il n'est plus là. Donc si on appuie là-dessus, hop, voilà, donc on a ouvert l'œil, on a fait apparaître le header. Si on rappuie dessus, on a fait disparaître le header et on a fermé l'œil. Alors juste encore un petit truc, là ici j'ai perdu le curseur pointeur puisque j'ai rajouté un label. Donc on va dire que on va aller dans l'élément parent accessibilité et on va chercher l'élément enfant label et on va lui dire curseur pointeur. Donc là normalement comme ça ici, voilà, c'est bon. Donc là on fait apparaître et là on fait disparaître. Et ben c'est pas mal, hein, notre zone header. Allez, maintenant on va s'occuper du fait de pouvoir agrandir le texte. Donc c'est-à-dire que si l'utilisateur clique sur A+, le texte sera plus gros. Alors fini pour le jQuery, on va revenir avec notre JavaScript. Alors juste avant, si je vais dans ma feuille de style, justement en fait la taille du texte, elle est définie dans le body avec la propriété font size a fait un rem. Ok. Donc là, qu'est-ce qui va nous intéresser en protagoniste? Eh bien, en fait, c'est le fait ici de cliquer, voilà, sur ça. Donc là, au niveau HTML, je suis là. Voilà, c'est l'identifiant augmenté fonte. Alors c'est parti, on va aller dans notre JavaScript, on va se mettre par ici, on va dupliquer ici notre commentaire, voilà, et on va dire augmenter, diminuer la taille de la police. Ok. Et on va le dupliquer. Bien. Donc, hop, protagoniste. Hop là, le protagoniste, donc c'est lui. Augmenter fonte. Donc c'est le document HTML qui a pour identifiant augmenter fonte. On va le définir ici, on va définir notre variable ici, on peut la définir en haut, peu importe, voilà. Alors attention, pas de tiret, hein, donc on va l'appeler comme ça, augmenter fonte, et donc ça sera égal à document point, on va dire get élément by ID, et on va choisir l'élément qui a pour identifiant augmenter fonte. Donc là, ici, bien qu'est-ce qui va nous intéresser? Bien d'écouter un clic sur cet élément. Donc on va partir de notre variable augmenter fonte, on va chercher notre écouteur d'événements add event listener et on va écouter comme événement le clic. Et ensuite, bien on met en place une petite fonction anonyme, on ouvre, on ferme les accolades, on met un point virgule, et voilà. Et maintenant, on va mettre là où les instructions qui vont nous intéresser. Alors justement, qu'est-ce que j'ai dit là juste avant? J'ai dit, il est là, ici. La taille, elle est ici. Bon. Donc, ce que l'on va faire, c'est que l'on va créer une variable, on va se remettre là, hop, on va déclarer une variable qu'on va appeler body. D'accord? Et puis ça va être égal à quoi? Ça va être égal à document point, alors cette fois on va dire query selector et on va chercher le sélecteur HTML body. Voilà. Et c'est lui qu'on va manipuler. Donc c'est-à-dire qu'en fait, on va aller chercher donc à ce moment-là
depuis notre élément body, puis on va aller chercher la propriété style, et à ce moment-là, qu'est-ce qui va nous intéresser? Font size. Alors attention, pas de tiret, hein. Font size, et on va redéfinir. On va travailler en pourcentage, pourquoi pas, on va dire 130%. Voilà. CTRL S. Alors on va tester maintenant. Donc on va cliquer sur l'élément HTML augmenter font, et regardez, ça marche. On vient d'augmenter le texte de 130%. Alors par contre, je me rends compte qu'on n'augmente pas les onglets là, ici. Pourquoi on les augmente pas? Parce que ils sont dans des buttons. Alors je reviens ici, ils sont là. D'accord, c'est des boutons, donc là du coup on n'arrive pas à les augmenter. Bah qu'à cela ne tienne, on va aller les définir. On va aller les définir. Ça m'évitera de faire une boucle. Je vais faire plus simple. Voilà. On va donner un ID. On va dire BT1 pour le premier. On va pas s'embêter. On va dire BT2. Donc ID égale BT2 pour le deuxième. Et puis ID égale BT3 pour le dernier. De cette façon, on revient au niveau de notre JavaScript. Je vais me mettre ici, on va redéfinir BT1. Donc BT1, ce sera quoi? Ce sera document.getElement by. Alors, j'ai juste pas le point, donc c'est pour ça qu'il m'a fait ça. Donc j'ai dit getElement by ID, on va chercher l'élément HTML qui a pour identifiant BT1, ça c'est le premier. On va dupliquer ça 2 fois, voilà. Donc là ici, ce sera la variable BT2 qui ira chercher l'élément HTML qui a l'identifiant BT2, et ça sera BT3, et on ira chercher l'élément HTML qui a l'identifiant BT3. De cette façon, quand on revient dans les instructions du clic sur le petit A+, là, bien à ce moment-là, on va appliquer le font size à 30%, à 130% pour BT1, et puis je vais le dupliquer, on va dire aussi pour BT2, je vais le dupliquer, on va dire aussi pour BT3. Je vais faire CTRL S, on va tester notre script maintenant, donc si j'appuie là-dessus, ça marche. Voilà, alors je vais peut-être même plutôt faire comme ça, voilà. Donc 130%, on peut faire moins gros si on veut, peu importe. Bon, maintenant ce qu'il faudrait, c'est quand on clique là-dessus, c'est juste revenir à 100% en fait, c'est tout. Donc à ce moment-là, bah, ça va être assez simple, hein. On va récupérer le protagoniste qui va nous intéresser ici, hop, c'est l'élément HTML qui a l'identifiant diminuer font. Alors je vais le copier, voilà, on revient ici dans notre fichier script.js, on va dupliquer cette variable, donc là on va aller chercher l'élément HTML qui a l'identifiant diminuer font, et notre variable, on va l'appeler diminuer font. Et puis ben on va reprendre tout cet événement là. Donc ici, quand on clique sur augmenter font, ben là ici ça sera quand on clique sur diminuer font, voilà, ben on reprend nos 4 protagonistes et on va dire ben, qu'ils vont revenir à 100%. Donc on n'acceptera pas d'avoir un texte inférieur à 1 rem, donc un maximum 100%, donc 1 rem. Donc là ici, si j'appuie là-dessus, donc si je fais moins, ben, il se passe rien. Si je fais ça, voilà, ça y est. Donc là, 130%, 100%. Bon, eh ben, une bonne chose simple, hein, c'est vraiment très simple, hein. Donc là, encore une bonne chose de faite. Maintenant, il ne nous reste plus qu'à faire notre contraste. Allez, dernière étape. Ben, quand on va cliquer là-dessus, on va inverser. En fait, là ici, on a un texte foncé sur un fond clair. Ben, on va faire un fond foncé avec un texte clair. Bah pour ça, en fait, on va créer une classe, en fait. Ça va être assez simple. Je vais dupliquer ici dans notre fichier JavaScript le commentaire qui est là, voilà. Et on va écrire contraste. Ok, c'est bon. Et on va dupliquer ça. Donc là, du coup, ce qui va nous intéresser, donc le protagoniste ici qui nous intéresse, c'est le bouton contraste. Alors comment on le récupère? Bah ici, hein, c'est le document HTML qui a l'identifiant
contraste. Bon, on peut faire ça ici, hein, voilà, on va dire, on va créer une variable contraste, donc qui va être égale à document.getElément by ID. Donc là, ici, on va chercher l'élément qui a pour identifiant contraste. Et de là, bah justement, quand on va appuyer sur cet élément HTML, donc là quand on va cliquer dessus d'ailleurs, même pour le dire mieux, donc on va aller chercher notre écouteur d'événements et on va donc lui appliquer l'événement clic. Ensuite on met en place une petite fonction anonyme et là on va mettre en place là où les instructions qui vont nous intéresser. Ben, qu'est-ce que l'on voudrait ici? Eh bien on va appliquer une classe à notre élément body au final. Donc à ce moment-là, le body il est défini, on l'a défini tout à l'heure. Donc on va aller chercher notre élément body, on va aller chercher donc classe list et on va pas lui ajouter la classe, on va faire un toggle, c'est-à-dire qu'en fait on pourra, quand on va cliquer sur le bouton, on va, si elle n'y est pas, ben on va donner une classe, si elle y est, on va la retirer. Donc on va faire un toggle. Alors quelle classe on va faire? Je sais pas, on va l'appeler contrasté par exemple, voilà. Donc ça sera notre classe, on met un point virgule, voilà. Donc on est d'accord que quand on va appuyer là-dessus, pouf, on va faire venir une classe contrastée. Ben simple, hein. On va récupérer ça, on va aller au niveau du CSS, je vais aller en bas, pourquoi pas. On va dupliquer le commentaire ici, puis ben on va appliquer, donc là ici on va dire contrasté, voilà, je duplique ça. On va chercher body, et on va lui dire quand tu as la classe contrastée. Voilà. Alors si le body a la classe contrastée, bah, je lui dis background color noir. Alors, on va voir ce que ça va donner. Donc là ici, on va chercher le bouton contrasté, ça marche. On a un background color en noir. Si j'appuie dessus, comme c'est un toggle, bah, il va retirer la classe contrastée. Ça marche, parfait. Alors de la même façon, puisque là ici, bah, la section, elle a sa propre couleur, hein. Nous on avait défini la couleur de la section ici, voilà son background, bah, qu'à cela ne tienne, on va le modifier. À ce moment-là, on va dire, bah, pour la section, on lui applique contrasté, voilà, et à ce moment-là, on lui redéfinit un background color et on va dire 555 par exemple, voilà, une couleur foncée. Et puis par contre le texte, faut qu'on le voit, hein. Donc le texte lui va être en blanc. Maintenant on va tester, hein. Si on appuie là-dessus, alors je vais tout réactualiser, si on appuie, hop là, voilà, si on appuie là-dessus, alors ça fonctionne pas. Bah oui, c'est normal puisque le sélecteur que j'ai fait il est pas bon. C'est pas ça. Mais non. Il faut que je dise, bah oui, puisque on est d'accord, autant pour moi, hein, je viens de comprendre. Le body, c'est au body qu'on applique la classe contrastée. Donc, si le body a la classe contrastée, on vient manipuler la section. Et la section, donc, aura un fond noir. Voilà, aura un fond noir et une écriture blanche. Ok. Bon. Donc si je fais ça, hop, voilà, donc là c'est bon, on vient bien manipuler la section. De la même façon, on peut manipuler ici le titre de niveau 3. Donc à ce moment-là, ben, même principe. Donc si le body a la classe contrastée, c'est bien, hein, ça nous fait réviser nos sélecteurs, hein. Si le body a la classe contrasté, on va chercher le H3 qui est dans la section. Et à ce moment-là, le H3 qui est dans la section, on lui dit, tu seras écrit en blanc. Color, alors je l'ai pas là, ça fait rien, je vais l'écrire. Color blanc. CTRL S. Et là, normalement, il est color blanc. C'est bon. On pourrait faire pareil pour les boutons, parce que là, les boutons, bah, pareil, ils n'ont pas de contraste. Donc, de la même façon, on va chercher les boutons. Mais alors, à ce moment-là, quand le body a la classe contrasté, on va chercher les éléments button, voilà, qui font justement nos onglets. On va dire background color, on va mettre du noir comme ça, un noir 333, et puis la couleur on va mettre en blanc, hein, voilà, version vidéo on va laisser en blanc pour la couleur. Donc on va vérifier,
impeccable, voilà. Et puis on a un onglet actif aussi. À ce moment-là, de la même façon, quand le body a la classe contrastée, on va chercher le button, celui qui a la classe active, et à ce moment-là, on lui donne un background color, et le background color, ça sera le même qu'on a donné à la section, donc 555. CTRL S. Regardez ça si c'est pas beau. Et voilà. Donc je décontraste. Donc là on a nos valeurs par défaut. Je mets le contraste, on voit tout de suite, ça repose les yeux. Voilà, ça y est, on a fait. Donc nickel, belle petite révision des sélecteurs en l'occurrence. Donc ça c'est intéressant de savoir qu'est-ce qui se passe quand on donne là. Ça c'est pas mal, parce que ça c'est vraiment c'est du JavaScript moderne qui est bien à appliquer ici au CSS et qui permet de manipuler des éléments HTML sous couvert d'une classe donnée à un élément parent. Et voilà, ce tuto est à présent terminé. Vous avez vu, c'est sympa, on peut faire des manipulations autant qu'on veut. En fait, à partir du moment où on maîtrise bien les sélecteurs, c'est vraiment les sélecteurs qu'on va venir cibler pour pouvoir faire de la manipulation, aussi bien en JavaScript qu'en jQuery ou qu'en CSS. C'est vraiment cette manipulation des sélecteurs qui nous permet de pouvoir ensuite faire ce que l'on a envie. Donc là, ici, on s'amuse. Et d'ailleurs, ce qui est sympa, c'est que justement, en fait, c'est plus on a de connaissances, plus on peut se permettre de faire des choses agréables, intéressantes, mais surtout avec peu de lignes de code. Le jQuery ici, il est vachement sympa parce qu'il nous permet de faire un petit slide extrêmement agréable visuellement, mais surtout de façon extrêmement simple. Un slide down et un slide up, voilà, en méthode, c'est super efficace, c'est super simple, super rapide à faire. Donc là ici, avec un argument slow, ici ça nous permet d'avoir un visuel tout de suite super agréable. Donc là ici, je vous encourage à augmenter vos connaissances, vraiment. Bon, de toute façon, si vous êtes là, je sais que c'est votre but. Alors moi ici, j'essaye d'inventer un peu des exercices, des choses comme ça pour vous ouvrir l'esprit puis vous faire manipuler. C'est ça l'idée en fait. Voilà. Si vous n'avez pas fait de JavaScript, je le dis ou le redis. J'ai une série, donc le jQuery facile, voilà. Il y a 10 épisodes. Allez-y, je vous garantis à la fin, ça, vous allez pouvoir faire. D'ailleurs, cette formation, c'est vraiment exclusivement sur la facilité du jQuery, d'accord, la façon dont c'est mieux pour s'en servir, etc. Et du coup, pouvoir ajouter comme ça sur un site, de faire un petit truc. De la même façon, le JavaScript. Si vous n'êtes pas familiarisé avec JavaScript, un bundle complet pour apprendre le JavaScript, parce que ça aussi c'est super intéressant, voilà. Et puis en fouillant également, je dois avoir site sur donc en CSS. Alors je sais pas trop où est-ce qu'il est, mais j'ai un tuto sur les sélecteurs. Alors il y a longtemps que je l'ai fait, celui-là, je sais plus trop. Il faudrait le trouver. Bref, là aussi il faut aller voir ou revoir ce genre de tuto. Les sélecteurs, ça nous permet de pouvoir apprendre voilà, ici 23 sélecteurs à connaître, ça nous permet de pouvoir apprendre bien la manipulation du DOM au travers de sélecteurs, qu'est-ce que je choisis comme sélecteur, etc., être toujours à l'aise, parce que les sélecteurs, oui, en CSS ils sont importants, mais ils sont super importants en JavaScript, ils sont super importants en jQuery, parce que c'est les mêmes. Donc plus j'ai de connaissances là-dedans, et plus je peux me permettre de faire tout un tas de choses. Donc voilà, allez, ce tuto est à présent terminé, j'espère qu'il vous a plu. Si c'est le cas, merci de me laisser 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire, cela me fera extrêmement plaisir, et quant à moi, j'ai l'immense plaisir de vous dire à plus tard.